Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici rue des Thermopyles, dans le 14e arrondissement. Et oui, nous sommes bel et bien à Paris, dans l'un des îlots de fraîcheur de la capitale. Avec le changement climatique, la ville doit s'adapter rapidement. Selon Météo France, la capitale pourrait atteindre jusqu'à 25 journées de forte chaleur par an d'ici 2050. Pour y faire face, la ville a aménagé des rues végétalisées comme celle-ci, ou encore juste à côté le square Alberto Giacometti, ou encore le parc Hippolyte Mindron. En plus d'être des endroits très frais et ombragés, ce sont aussi des endroits très calmes. Mais ces aménagements sont-ils bien adaptés aux besoins de la population? Répondent-ils clairement aux enjeux du réchauffement climatique? Autant de questions que nous allons poser aux Parisiens cette semaine dans notre série de vidéos consacrée au réchauffement climatique. La ville de Paris agit pour l'environnement, mais qu'en est-il des citoyens? Liam Gig est allé leur poser la question, micro à la main. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris, sur un Paris-Plage. Nous allons sonder des personnes pour savoir si la France et ses habitants se sont adaptés au changement climatique. J'essaye de gérer ma consommation d'eau en conséquence, de prendre dans tout ce qui est cosmétique. Je sais que ça me plaît beaucoup, mais que ça pollue, et du coup j'essaye de prendre des produits qui vont être labellisés écologiques, d'éviter tout ce qui est coton jetable et de prendre plutôt des textiles réutilisables. Moins utiliser la voiture, quand on part en vacances, privilégier tout ce qui est train, pas avion, etc. Et peut-être se déplacer en vélo pour aller au travail, quoi. Avant Paris-Plage, il y avait beaucoup de sable, il y avait énormément de sable, énormément d'activités. Et maintenant, je sais pas si c'est pour l'écologie et lutter contre ce changement climatique, mais c'est beaucoup plus sobre. Il y a moins de sable, il y a moins d'activités et j'imagine que c'est sûrement pour ça. Je pense que tout passe par l'éducation, déjà. Ça, c'est la base. Déjà, il y a le tri qui se fait dans nos résidences. Donc déjà, bien séparer en fait ce qui est verre, ce qui est carton, plastique. Ensuite, j'essaye d'acheter en vrac aussi, comme je peux. Évidemment, de pas jeter mes déchets n'importe où. Ça fait des années que je suis là. Là, j'ai remarqué, il y a un peu de respect, mais ça reste à améliorer les trucs. En fait, c'est un petit camion électrique. En fait, il y a ici derrière, on jette tous les déchets et tout ça. En plus, il y a le Karcher aussi pour laver en cas où s'il y a des trucs par terre, tout ça, on lave. On va aux démonstrations et on trie. On va en vélo et à pied. Je suis arrivée à Paris en train. Moi, je fais toujours attention d'avoir un sac sur moi pour jeter. Je jette jamais rien par terre, ce qui est logique. Je fais en sorte, en fait, d'avoir conscience de ce que je consomme aussi, d'en parler autour de moi, mais sans être moralisateur. Donc, je pense que la meilleure chose, c'est d'être un exemple. Mis à part les petits parcs, les squares et les Paris-Plages qui ne sont couverts qu'en période estivale, existe-t-il d'autres endroits pour se rafraîchir? Pour le vérifier, notre journaliste Panyama Elcher s'est rendu dans l'un des parcs du 15e arrondissement. 150 mètres de hauteur, c'est l'altitude qu'offre le ballon généralier du parc André Citroën. Une oasis de fraîcheur qui contraste avec les blocs de béton et les toits surchauffés dans l'ouest du 15e arrondissement de Paris. Face au pic de chaleur, ce lieu s'est transformé en un véritable refuge urbain. Mais quelles sont les astuces des Français pour trouver de la fraîcheur en ville? Pour beaucoup, les parcs constituent une excellente option. Jean-Baptiste Carrier, un habitant du 15e arrondissement, vient profiter d'une journée ensoleillée avec sa femme et ses enfants. Dans le 15e, il y a beaucoup d'équipements, des espaces verts, donc comme le parc ici André Citroën, avec à la fois des zones de fontaines pour que les enfants puissent s'amuser et se rafraîchir directement. Il y a aussi des grands espaces verts avec beaucoup de végétation, qui permet d'avoir des zones d'ombre, des zones de soleil. Donc c'est plutôt agréable. Et après, on essaye aussi de privilégier de marcher sur les trottoirs qui sont à l'ombre par rapport à ceux qui sont au soleil. Alors, si les chaleurs sont vraiment excessives, vu mon âge, je reste chez moi pour sortir dans les cas où c'est encore faisable. Je vais dans les parcs, oui, effectivement, dont celui-ci, qui est pas très loin de chez moi. Pourquoi le parc André Citroën et pas un autre? Alors déjà, j'aime beaucoup ce parc parce que j'habite à côté et il y a de l'ombre et du soleil, de l'eau et tout ça. Alors j'aime bien aller sur la petite butte, là où il y a les jets d'eau, voilà. Que là, il y a de l'ombre.
On voit la grosse boule qui monte. Je préfère me mettre plutôt à l'ombre comme ici. Voilà. Plutôt sous les arbres parce que les points d'eau, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soleil. La raison est d'abord d'ordre pratique. Avec les fortes chaleurs de l'été, les riverains choisissent leur lieu en fonction de la proximité. En plus d'être proche de leur domicile, ce parc constitue une source de détente et d'apaisement, loin du tumulte du centre-ville. À présent, direction l'université Sorbonne Nouvelle, dans le 5e arrondissement. Que dit la communauté scientifique? Quel est leur regard? Un reportage signé Liam Gig. Une enquête Ipsos indique que 93% des Français considèrent que le réchauffement climatique est en cours, avec 43% le jugeant certain. Toutefois, les approches pour y faire face sont différentes. Les actions actuelles sont-elles efficaces? Pour le savoir, nous sommes allés interviewer 2 experts sur le climat qui ont une approche rationnelle, cartésienne, scientifique du phénomène et qui s'interrogent sur les méthodes scientifiques à adopter. Stéphane Ronceret, directeur de recherche au CNRS, a une approche optimiste pour traiter des enjeux du climat. On ne peut pas continuer comme on a fait avant. Autant faut pas tomber dans la caricature. Le problème d'une lutte contre une cause qui pose un vrai problème, c'est de lutter avec justesse, discernement et mesure, et non tomber dans une caricature qui va en fait desservir la cause qu'on veut défendre. Moi, la tranche d'âge qui m'apparaît être dans la caricature, c'est plutôt des gens qui ont 20 ans de moins que moi, c'est-à-dire qui ont grandi dans une certaine pensée d'époque, etc. Alors que les jeunes étudiants qu'on voit arriver au labo, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Un sondage qui disait que seulement 52% des gens en France accordaient plus d'importance à un fait validé scientifiquement qu'à une hypothèse. C'est-à-dire qu'on remet en cause même le fonctionnement de la science. Étienne Klein est un pédagogue remarquable. Il est inouï. Il explique l'inexplicable. Lui, il n'a pas fait des grandes découvertes, mais par contre, en tant que vulgarisateur et diffuseur d'informations, il est vraiment dans le sommet. Parce qu'il sait ralentir quand il fait quelque chose là où il sait que c'est difficile à comprendre. C'est très à la mode d'être pessimiste. Et ça soulage les gens d'être pessimistes. Quelqu'un qui vous dit oh, la vie, alors se placer en statut de victime, ou la vie, quelle catastrophe et tout. Quand il dit ça, il se soulage lui en disant ça. Et finalement, il transmet un poids à l'autre. Arrêtons d'être pessimistes, parce que d'une part, on se plombe soi-même, dire chacun, mais par contre, on plombe l'entourage un peu aussi. Oui. C'est communicatif. Eddy Abbassi est en Master 2 de recherche en physique-chimie. Il va entamer à la rentrée une thèse. Il nous apporte un éclairage sur le traitement médiatique du phénomène. Si on agit mal, faut voir un peu la Terre comme un essai. C'est pas, on n'est pas en laboratoire en faisant plein d'expériences, on peut se permettre de polluer, de faire des choses. Là, on a un essai, on peut prendre du recul, essayer. Ça, c'est un peu un jeu pour moi. Enfin, c'est voulu avec toutes les anxiétés, tout ça, d'introduire un climat anxiogène. Pourtant, il y a eu tout un discours de sensibilisation avec Greenpeace et KWW. Enfin, plein de choses pour faire peur. On nous montrait même des vidéos d'abattage, enfin, c'était intense, c'était violent. Ça a permis de réaliser. Mais maintenant que, finalement, la plupart des gens, ils ont réalisé, il faut plutôt laisser place à l'espoir, parce que sinon, on va avoir juste des dépressions. Le GIEC, c'est pas forcément des experts du climat. On va dire que c'est mal vu dans la communauté scientifique. Mais en fait, ça allait sur les plateaux de télé, c'est assez mal vu. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, finalement. Toujours les mêmes, les gens Covici ou tout ça, qui peuvent être très très bons, hein. Mais c'est toujours les mêmes qu'on voit. En fait, on est bon élève dans le sens où on produit pas beaucoup. Donc, on n'a pas tant que ça besoin de s'acclimater. En fait, dans le sens où, vu qu'on produit pas beaucoup, les quelques efforts qu'on fait vont demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour changer les quelques pourcentages. Quand on compare avec, d'autres pays comme la Chine, les États-Unis. En même temps, vu qu'on exportait toute l'industrie là-bas, ils veulent vendre du scoop et dire on comprend pas ce qui se passe. Enfin, ça va moins faire cliquer que c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Pour moi, en France en tout cas, c'est un peu un non-débat.
Parce qu'on a déjà quasiment toute l'électricité qui est décarbonée, que ce soit avec le nucléaire ou les barrages. Par contre, avec tout ce qui va être chauffage, l'agriculture, c'est très polluant. Ça consomme beaucoup de pétrole. Et on n'en va pas en parler parce que il y a des lobbies derrière, il y a de l'industrie où les politiques vont avoir moins d'impact sur ça que sur l'énergie vu que c'est eux qui contrôlent. Il y a aussi tout cet enjeu-là dans l'industrialisation, c'est de ramener toute l'industrie qui pollue pour contrôler justement cette pollution. C'est bon dans le sens où si on a l'industrie chez nous, avec nos normes, on peut contrôler la pollution. Que si c'est dans d'autres pays, les normes elles sont pas aussi fortes qu'ici. Finalement, quand on va importer, on va juste pas avoir la pollution chez nous, on sera quand même à l'étranger. Et puis c'est toujours facile d'accuser les autres quand ils polluent pour nous finalement, parce que c'est nous qui consommons ce qu'ils produisent. Le changement climatique n'épargne personne, et en premier lieu les personnes les plus démunies. À présent, nous retrouvons notre journaliste Panyama Elcher, mais également Maya, Cindy, Farid et tant d'autres qui ont participé à la maraude de la balade des Lucioles. Objectif : voir en quoi les enjeux du climat touchent les plus vulnérables et comment les pouvoirs publics leur viennent en aide. Je me trouve devant l'association La Balade des Lucioles où des bénévoles distribuent des produits de première nécessité aux personnes à la rue. Ces maraudes indépendantes, bien que non financées par l'État, complètent l'action des pouvoirs publics en allant directement à la rencontre de ceux dont les dispositifs officiels ne peuvent pas forcément atteindre. Nous allons vous montrer leurs actions sur le terrain et en quoi cette action citoyenne est un maillon essentiel afin d'aider les plus vulnérables face au changement climatique. Donc je suis ici avec Sandy et Maya, des bénévoles qui travaillent à l'association La Balade des Lucioles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites actuellement? D'accord, alors nous là on est en train de préparer les plats pour les bénéficiaires, parce que les SDF on les appelle les bénéficiaires. Et du coup là on est en train de leur concocter une petite salade. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour vous adapter? Pas vraiment de dispositifs particuliers, par contre on essaye d'aiguiller les gens vers les points d'eau les plus proches. Souvent il y a des cimetières proches où on peut avoir de l'eau gratuite potable. On sort plusieurs bouteilles d'eau et derrière si besoin on peut appeler des associations comme le 115 qui fait du coup une maraude exceptionnelle s'il y a besoin. Une fois les préparatifs terminés, les bénévoles s'organisent pour partir en maraude. Pour comprendre comment les personnes sans abri font face aux fortes chaleurs, nous avons accompagné Sandy sur le terrain. Direction d'Enfer Rochereau, l'un des itinéraires de la maraude, au cœur de Paris. Comment vous faites pour vous mettre à l'abri lors de fortes chaleurs? Comment on fait? On cherche des endroits où on peut s'abriter, mais tout sauf dans les bâtiments, plutôt sous les arbres, les parcs, des trucs comme ça. Et sinon, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous protéger, vous hydrater? On boit de l'eau, on boit du thé, du café. Et vous avez des points d'eau justement à proximité d'ici? Oui, il y en a deux. Il y en a un en bas et un en haut. Lors des épisodes de canicule, pour vous mettre à l'abri, est-ce que vous avez des endroits Alors, ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, on va au centre commercial, Italie 2, qui est climatisé. Après, il y a aussi un petit peu plus haut, il y a un parc avec une fontaine. Donc, on peut se rafraîchir. Voilà. Mais sinon, il y a des endroits comme celui-ci où on est à l'ombre. Ça, je l'avais entendu un chroniqueur qui avait dit que les SDF mourraient davantage l'été que l'hiver. Et j'avais été très surprise, notamment parce que dans les journaux, on parle plus des SDF l'hiver que l'été. En tout cas, moi, dans les journées, c'est ce que j'ai entendu. Face à des étés de plus en plus chauds, les personnes à la rue redoublent d'ingéniosité pour se protéger. Les maraudes, comme celle de Sandy, proposent des solutions concrètes pour aider les plus exposés à mieux faire face aux épisodes de chaleur. Une solidarité discrète, mais essentielle, à mesure que le climat évolue.